apparaissait sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport de 18h à 19h30 où on va parler sport bien évidemment, car il y en a eu ce week-end sur toutes les pelouses de Ligue 1, de Ligue 2, enfin un peu partout, en Franche-Comté aussi pour les matchs qui se jouaient. Bonsoir Seb, bonsoir Fred, comment ça va messieurs? Bonsoir les Fred, ça va très bien, il y a eu de belles choses sur les parquets aussi ce week-end. Ah oui, il y a des bons trucs sur les parquets, oui. Je sais pas si on dit parquet pour le hand. De quoi? Non, on dit pas parquet pour le hand, on dit parquet pour le basket. Si, on dit pour les deux, oui. Parquet aussi, oui, c'est ça. Ça marche bien. Allez, on va tout de suite parler de la Ligue 1. Oui, de Monaco, c'était à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne qui est dans le dur, vraiment en cette fin de première partie de saison. Bah oui, Saint-Etienne qui a beaucoup de difficultés. Et en recevant Monaco, on imaginait que les difficultés allaient s'accroître. Et c'est ce qui s'est passé. Avec notamment, il ne fallait pas attendre longtemps pour que Monaco ouvre le score. Dès la 3e minute de jeu, c'est Sidibé qui ouvre la marque. Une belle frappe. Oui, c'est ça, une belle frappe. Ensuite, à la 32e, Thomas Lemar. Ensuite, Fabinho au 53e. Et ensuite, Baldé à la 60e pour faire un score final de 4-0. Décidément, rien ne va plus du côté de l'AS Saint-Etienne. On va écouter le seul joueur qui a accepté de répondre aux questions du journaliste présent sur place, c'était Jesse Moulin, le deuxième gardien. Il dit tout simplement on est dans le trou, mais il faut rester solidaire dans ce genre de situation. Et Fabinho, le monégasque, on était un peu fatigué avec le match de Coupe de la Ligue ce mercredi, et puis après on a géré. Un carton rouge, donc on n'a vraiment pas de. Même si on sait qu'on s'en sortira que par nous-mêmes, on n'a vraiment pas le moindre coup de pouce. Tout le monde est conscient qu'il faut déjà vraiment de rester unis. Ils disent rien les gens sur le Je pense que c'est ça qui nous manque aussi. Actuellement, c'est une grosse cohésion et une grosse solidarité parce que quand on est dans des situations comme ça, on essaie de faire le bon, mais il faut aussi aider ses coéquipiers. C'est que là-dedans. Qu'on a un peu de mal à faire parce qu'il y en a qui lâche. Cette équipe est mise en péril. J'aime mon club, j'aime ma couleur, c'est normal. Je suis là depuis. Les deux sur le même truc, 3. Des mecs qui sont là depuis 6 mois, 1 an. Sans fait ça, ce qu'on veut c'est être solidaire. Les mecs, il faut aimer le football d'abord. Si on aime le football, il faut essayer de prendre du plaisir ensemble sur le terrain, même en défendant, même dans la défaite. Normalement, on doit prendre du plaisir. Là, il y a pas grand chose, il faut vraiment qu'on réagisse et voilà, qu'on travaille sur ça. Oui, c'est un terrain qu'on a toujours des difficultés de jouer ici. C'est la première fois que moi je viens ici, donc c'est bien de gagner avec un résultat comme ça aussi. Ça donne confiance pour la suite. Premier mi-temps, on a fait 2-0, mais on a deux occasions pour mettre encore plus de buts. Troisième, on a essayé un peu de garder les ballons et après les cartons rouges. On avoue qu'on avait de l'espace et on était un peu fatigué. Ça fait 2-3 jours qu'on a joué en Coupe de la Ligue. Et il y a trop de matchs ensuite, donc on a essayé de gérer un peu. Oui, on a essayé de gérer un peu, comme le dit très justement Fabinho. Mais du côté de Saint-Etienne, en tout cas, c'est grise mine. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé cette équipe de Saint-Etienne, mais moi j'ai pas vu de mieux par rapport à la semaine dernière et après le match contre Marseille. Je trouve que c'était pas terrible en effet. Ouais, c'est comme Antoine, c'est grise mine. Oui aussi. C'est ça, c'est grise mine. On reparlera de lui tout à l'heure, s'il a fait parler de lui, mais pas pour ses exploits sportifs. Non. Mais ouais, non, Saint-Etienne, c'est compliqué. Et puis cette polémique du carton rouge, c'est un peu ce qu'on disait hors antenne. Là, on parle énormément du carton rouge de Ruffier. Est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il n'y avait pas hors-jeu? Il n'y a pas grand monde qui arrive à se mettre d'accord. C'est difficile à juger aussi. Voilà, Falcao, la touche, donc ça change l'action. Donc bon, c'est comme ça, c'est le foot, c'est de l'interprétation. Le foot, il y avoir toutes les technologies du monde. Il y a de l'interprétation dans les règles et ça permet à Saint-Etienne de se réfugier encore un petit peu derrière ça, d'être les mal aimés, d'avoir la faute à pas de chance, comme il s'était réfugié derrière le beau maillot de Nabil Fekir. Et du coup, on parle un petit peu moins du désastre sportif qu'il peut y avoir dans cette équipe et il commence à être assez important quand même. Il commence à être assez important comme tu le dis, on est déjà à mi-saison, il ne reste plus qu'un match donc, qui aura lieu la semaine prochaine et ça devient quand même très inquiétant. Et on s'inquiète pour les jours de Julien Sablé à la tête de cette équipe. On sait qu'il y a Jean-Louis Gasset qui est en numéro 2, mais à mon avis il ne va pas rester numéro 2 pendant bien longtemps. Je pense qu'il sera un peu le futur coach des Verts si Julien Sablé est débarqué.
Bah oui, mais après c'est aussi aux joueurs voilà, de mettre plus Il n'a déjà pas le d'engagement. diplôme d'entraîneur, déjà, je viens Oui, mais pour bon, le rappeler. après, peu importe, c'est vrai qu'il n'a pas le diplôme, après c'est aussi aux joueurs sur le terrain de mettre plus d'engagement, plus d'abnégation dans ce qu'ils font, et puis après ça Faut passe pas pas. mettre en accusation de coach trop vite. Mais il y a c'est peut-être déjà peut-être certains clans, comme soulignait Jesse Moulin, mais voilà, avec des guillemets. C'est bizarre quand même cette histoire d'entraîneur, d'ordre des entraîneurs. J'ai rien contre Sablé, on sait juste pas ce qu'il vaut. Et là, la situation était quand même critique. Quoiqu'au moment où il reprend l'équipe, ils sont 6e, je crois, la Saint-Etienne. Ils sont encore pas trop dans le dur au moment où Garcia démissionne. Oui, ils sont pas trop dans le dur. Donc mais, peut-être qu'ils se sont dit, allez, on prend un petit gars du cru et ça va le faire. bah, c'est un mec du club, quoi. C'est un mec qui connaît Saint-Etienne, il connaît les supporters, il connaît l'engouement, il connaît toute Saint-Etienne. Bah oui. Mais, Et vu que ça se transforme désormais un peu en opération maintien, on se dit que quelqu'un comme Gasset, qui a l'expérience et tout, en 1, peut-être que ça aurait été mieux. Mais bon, après, est-ce que c'est vraiment ça le plus bon, important? à mon avis, il va pas rester au numéro 2 longtemps. Hein. Je pense pas qu'il reste bien. Qu'il reste très longtemps. De toute façon, maintenant, c'est plus l'opération maintien, c'est l'opération commando là, parce que autant, bien sûr, il faut assurer le maintien, mais derrière, quand on voit ce qu'on voit sur le terrain. Bah, c'est quand même très inquiétant parce qu'il n'y a vraiment plus rien, quoi. On a l'impression qu'il n'y a plus d'âme. La chance de Saint-Étienne peut-être, c'est qu'il y a d'autres équipes qui sont en très grande difficulté et pas seulement sportives. On pense notamment au LOSC pour lequel c'est très dur, alors sportivement, mais c'est parce qu'il y a des répercussions sur ce qui se passe à l'intérieur du club, un peu comme Saint-Étienne, mais je pense de manière encore plus grave. Et puis il y a des équipes pour lesquelles sportivement c'est compliqué, mais on le savait déjà. Comme Metz par exemple, Oui, mais attention, qui parce malgré que tout a réussi à faire c'est quelque peut-être pas les chose. équipes qu'on voit descendre comme les journalistes font toujours les pronostics en début de saison. C'est peut-être pas ces équipes-là qui vont descendre cette saison. Ouais, Attention. c'est sûr. On va peut-être avoir des surprises. C'est sûr. Samedi à partir de 17h, il y avait un match où le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté de Rennes. Et bien ça a fait le tarif Paris, tarif 4-1. Alors ça a commencé rapidement, exactement comme Monaco, dès la 4e minute de jeu par Neymar. Et ensuite 17e Mbappé qui double le score. Et ensuite c'est Rennes qui va réduire l'écart avec Moubelé à la 53e minute de jeu, avant que Cavani et Neymar, encore lui, à la 75e et 76e minute de jeu. En 1 minute ils ont mis 2 buts et ça fait 4-1. Bon, rien à dire, Paris était nettement plus fort. On va écouter justement la réaction du gardien Areola. Il dit on fait ce qu'il fallait, non, pas de relâchement en défense parce qu'ils ont pris encore un but. C'est ça que soulignait justement le journaliste. Et Romain Danzé, si on les laisse jouer, ce sont des grands joueurs et après c'est fini. 3 Amiens, 8, c'est comme ça. Ah oui, c'est pas rigolo. Et oui, on part, c'est bon pour le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-1 du côté de Rennes. Et bien on va se diriger cette fois-ci du côté de Troyes, où Troyes a marqué grâce à son coréen, si je ne me trompe pas, Suk Yoon-jun. On redira c'est bien sa nationalité, mais il me semble bien que c'est coréen. À la 32e minute de jeu, Ouais, c'est c'est ça, c'est coréen, donc je ne me trompe pas. À la 32e minute de jeu, et ce sera le seul but de la rencontre. Mais il y a eu quelque chose dans ce match, hein. Il y a eu un problème de goal line. La goal line, bon, vous savez ce que c'est, hein. Fred, tu sais ce que c'est la goal line? J'ai du mal Parce que avec c'est la goal line. définition. C'est la puce qui est sur le ballon, et une fois que le ballon a franchi la ligne, et l'arbitre a une montre au poignet et normalement ça sonne dès que ça franchit. Et là, que l'arbitrage vidéo la saison prochaine peut servir à oui, on va en parler chose. juste après, mais on va déjà parler de la goal line, de ce qui s'est passé sur le match de 3. Donc la montre de l'arbitre sonne, donc pour lui il valide le but. Sauf que il y a un joueur de 3 qui dit non, on porte réclamation parce que on va porter réclamation. Et là, l'arbitre du centre va vers son assistant en lui demandant si vraiment le but a franchi ou pas. Et là, apparemment, il n'avait pas franchi, donc ils ont annulé le but et ils ont débranché la goal line pour toute la seconde mi-temps. Donc, bon, après, le débat. Goal line, bon, on sait que tout ce qui est high-tech peut avoir aussi des défauts, hein, ça marche. Bon, moi je pense que quand même, on va dire peut-être 7 fois sur 10 ou 8 fois, ça va fonctionner, et puis il va y avoir toujours ce petit bug. Non, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pas du tout. Ça reste perfectible, il y a 2-3 bugs, mais c'est vrai que par rapport au nombre de matchs où elle est utilisée, globalement ça marche quand même bien. On voit les arbitres en début de match, on l'a vu hier à l'avant-match OL-OM, ils ont bien insisté là-dessus, où on voyait l'arbitre faire les tests devant la ligne de but justement pour voir est-ce que la goal line se déclenche bien ou pas.
c'est un bon dispositif, hein. On l'a déjà vu plusieurs fois être intéressant. On se souvient du but de Benzema à la Coupe du Monde, c'était la première fois. Ça a quand même fait ses preuves. Après, oui, bon, il peut y avoir des bugs, il n'y a rien d'infaillible. C'est pas très grave, puisque derrière, ça peut se vérifier assez facilement. Puis ça pourra encore plus se vérifier l'année prochaine avec la vidéo. Donc, bon, moi, je pense que la goal line, ça gâche rien. On verra l'année prochaine la vidéo, il y aura sans doute plus de débats, vu que c'est attendu vraiment comme la solution miracle. Je pense qu'il y en a peut-être qui déchanteront un petit peu, mais en tout cas, la goal line, il y a 2-3 bugs, mais c'est comme les accidents d'avion, ça, on voit toujours les accidents d'avion, et puis on voit pas le nombre de vols qui arrivent à bon port. Bah oui, c'est ça. Donc justement, vous en parlez de la vidéo. Le conseil d'administration de la LFP, donc la Ligue de football professionnel, a validé ce jeudi 14 décembre le principe de l'utilisation de l'assistance vidéo pour la saison 2018-2019 en Ligue 1 Conforama. Elle ne sera pas appliquée pour la Ligue 2. Donc, ils attendent quand même, c'est sous réserve de la validation du board qui expérimente actuellement le système avec plusieurs fédérations et ligues. Donc la LFP va déployer ce système vidéo pour l'arbitrage sur toutes les rencontres de Ligue 1, donc la saison prochaine, avec bien sûr le concours d'un prestataire qui sera à définir. Hein. Donc l'utilisation de l'assistance vidéo pour l'arbitrage elle est réclamée par tout le monde depuis la saison 2016-2017. Hein. Il y avait une phase de test qui était en cours justement. Et des formations sont dispensées aux arbitres élites. Bon, elle a été utilisée avec succès la saison dernière lors justement des barrages Ligue 2, Ligue 1. Bon, après, il n'y a pas eu trop de problèmes. Hein. Donc l'assistance vidéo pour l'arbitrage va être de nouveau déployée cette saison, donc en Coupe de la Ligue et en Coupe de France à partir des quarts de finale et lors des matchs de barrage. Alors elle va concerner justement quelle situation, parce qu'on ne peut pas faire de l'assistance vidéo pour toutes les situations, parce que sinon un match va durer 3 heures. Donc ça va être le recours à la vidéo. Le recours à la vidéo concernera 4 situations bien définies. Donc valider un but, un penalty, une expulsion directe et vérifier l'identité du joueur sanctionné. Donc les assistants vidéo sont actuellement formés par la direction technique de l'arbitrage. Bon, après c'est vrai qu'il n'y a pas de solution, miracle. Mais ça aurait peut-être pu changer le cours du 8e de finale de Coupe de la Ligue entre Rennes et Marseille, où il y a eu 2-2 et 4 tirs au but à 3. Au niveau des cartons rouges, ça peut changer aussi. Si les expulsions n'étaient pas méritées, ils peuvent peut-être se transformer ça en 5 avertissements. C'est justement, ça fait partie des points. Donc valider un but, un penalty, une expulsion directe et vérifier l'identité du joueur. Ça peut changer des belles choses. Hein. Ça peut être, on va dire, peut-être un peu plus équitable dans certaines situations où l'arbitre, bien sûr, n'est qu'un être humain et il peut aussi se tromper. Ça fait partie du jeu également. Donc moi je pense que c'est une bonne chose pour l'arbitrage. C'est une aide supplémentaire pour tous les arbitres. Enfin moi c'est mon point de vue. Après je sais pas si vous avez le même que moi. Ça accentue encore le côté football à 2 vitesses et en règle générale sport à 2 vitesses, où il y aura vraiment les toutes premières ligues qui auront ce dispositif, et puis pour le reste le foot amateur et même pour le foot pro a quand même un échelon important, parce que pour le moment la Ligue 2, mais peut-être que c'est aussi parce que ça sera la première année, c'est un test, et si c'est un test concluant dans quelques années, ça m'étonnerait que la Ligue 2 quand même, qui est quand même un championnat de bon niveau, n'accède pas aussi à l'arbitrage vidéo. Mais en tout cas ça va quand même faire un fossé entre foot amateur, pro et semi-pro, et puis le très très haut niveau. Oui, parce qu'on le voit déjà avec le système de barrage. Hein. Le système de barrage, c'est pour qu'il y ait un club, qu'il y ait un club qui soit toujours maintenu en Ligue 1, et comme par hasard, quand les clubs, parce que ça a été mis en place l'année dernière, donc je crois que c'était Angers qui était monté, ou je ne sais plus lesquels, enfin bref, donc il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, parce que les clubs qui étaient montés de Ligue 2... C'était 3, Lorient contre 3. Ouais, c'est ça. Lorient contre 3. Mais il y avait aussi Angers qui était monté, enfin je sais plus, il y avait un club qui avait voté, je crois que c'était il y a 2 ans, Angers. En 3 ans, je crois, Angers même. Ouais, 3 ans. Et il y avait Angers qui avait voté justement pour donc, la proposition de passer, de mettre les barrages. C'était la première saison de barrage. Mais justement, c'est ça l'hypocrisie, c'est quand ils étaient en Ligue 2, ils avaient choisi l'inverse, et puis quand ils sont passés en Ligue 1, ils ont choisi Tu défends tes intérêts. d'opter pour d'opter justement pour le système de barrage. Donc c'était en tout cas une belle hypocrisie. Et je pense que tous les clubs
aurait fait sans doute la même chose. Allez, on part du côté... Ah non, on n'a pas écouté les réactions. Oui, la réaction de Thomas Mauconduit pour 3, justement. Il parle de la goal line et lui, il dit, on a entendu la montre sonner, donc je pense qu'elle doit sonner quand même assez fort. Hein, ça doit... Je sais pas si c'est la sirène d'un paquebot ou je sais pas quoi, mais bon, je pense que ça doit sonner assez fort. Et Christophe Pellissier qui lui dit tout simplement, on n'a pas vu un grand Amiens ce soir. Alors ça c'est le son Arbitre Goal Line ou c'est le... Non, ça c'est le son 3 Amiens tout court, c'est ça. Non, mais nous, ce qui se passe, c'est qu'en direct, on voit tout de suite qu'il n'y a pas but. Et on entend la montre de l'arbitre sonner, on l'entend. Donc nous, on s'arrête. Derrière, Pelé tire et marque, mais on savait qu'il allait demander la goal line pour la première frappe. Et ce qu'il y a, c'est qu'on s'approche des bancs et qu'on voit les écrans. Donc on voit la goal line et on voit qu'il y a marqué no goal. Donc on se dit, bon, il n'y a pas de but, c'est bon. Et l'arbitre accepte le but. Donc là, on se dit, il y a un problème. Donc moi, je lui dis, je vais porter réserve. Et quand je lui dis ça, il retourne voir son délégué, il lui dit, t'es sûr ou pas? Et le délégué lui dit, non, en fait, il n'y a pas but. Donc l'arbitre a dit, bon, on n'accorde pas. Ouais, simplement que pour espérer prendre des points ici, il fallait jouer les demi-temps. On a joué la première, qui a été sans doute assez équilibrée. C'est eu ce fait de jeu, mais on était bien rentré dans la partie. Et puis deuxième mi-temps, au fil des minutes, on a senti que Troyes avait une emprise, a gagné beaucoup de duels, beaucoup de deuxième ballons qui nous ont mis une grosse pression. Voilà, je crois que le but est à l'image de notre deuxième mi-temps, à savoir 2 ou 3 duels perdus devant notre but. Donc, et voilà, je crois que rien d'autre à tirer, si ce n'est que c'est une mauvaise soirée pour nous ce soir. Ben oui, c'est une mauvaise soirée pour l'équipe de Christophe Pellissier et cette équipe d'Amiens. Ben justement, on va revenir sur la goal line et on va voir, parce que l'arbitre est donc venu en conférence de presse pour expliquer ce qui s'était passé justement sur cet événement qui a retardé quand même le match de 8 minutes. Et vous allez l'écouter, c'était François Le Texier. Ce qui est certain, c'est qu'il a été défaillant. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il a été défaillant et qu'aujourd'hui, il a créé une situation où on a été mis en difficulté. Ça, c'est certain. Maintenant, voilà, moi, je ne vais pas me prononcer davantage sur le dispositif. Ce soir, il a été défaillant. C'est d'ailleurs pour ça qu'en seconde période, la Ligue de football et nous, corps arbitral, nous avons pris la décision de suspendre la goal line, c'est-à-dire nous l'avons neutralisée pour la deuxième mi-temps et nous avons fait 100 parce qu'effectivement elle a prouvé en première mi-temps qu'elle avait été défaillante et qu'elle n'était pas suffisamment fiable pour l'utiliser en deuxième mi-temps. Il faut que les choses soient très claires dans l'esprit de chacun. La goal line technologie n'est pas l'assistance vidéo, il faut bien dissocier les deux. Donc la décision qui a été prise sur le terrain et l'application du protocole goal line technologie qui prévoit qu'en cas de doute sur la fiabilité du système, on se rapproche des délégués de la Ligue de football professionnelle qui eux-mêmes se rapprochent des techniciens Goal Line Technology pour avoir la confirmation d'une décision ou d'une non-décision. Ben, une décision, une non-décision. Donc on en sait déjà un peu plus sur la goal line. Donc c'est ce qui s'est passé sur cette rencontre entre Troyes et Amiens. Mais oui, c'est de l'informatique. Il peut y avoir aussi des bugs de temps en temps. Et là, il y en a eu un. Le souci, c'est peut-être dans comment c'est traité, le fait que ça soit sous-traité par une société. Peut-être que si c'était directement la LFP qui gérait ça, ou comme très souvent, hein, c'est un souci, la sous-traitance. Hein. On en avait parlé justement, je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé justement de cette sous-traitance où la personne était enfermée dans le car. Et justement, la personne qui disait ça, elle avait été licenciée, donc elle pouvait parler ouvertement. Fallait être bon à FIFA. Oui, c'est ça, pour le test d'embauche, c'est ça. Il fallait être très bon sur FIFA, donc je vous engage je vous conseille d'aller vous entraîner sur les consoles de jeu. Bon, ça tombe bien, c'est Noël bientôt, donc si vous avez ça comme cadeau, entraînez-vous. C'est un test d'embauche justement pour faire partie de cette société. Et puis ensuite, elle disait aussi qu'on pouvait très bien truquer la partie en faisant rentrer le ballon. Enfin bref, c'était tout un... Elle avait expliqué ça, on l'avait passé d'ailleurs ici à l'antenne, c'était chez nos confrères d'RMC qu'elle avait expliqué ça. Donc je l'avais repris car je trouvais que c'était assez sympa de savoir justement comment ça se passait exactement. Donc tout n'est pas parfait. Après dans les différents autres championnats, parce qu'il n'y a qu'en Espagne où pour le moment il n'y a rien du tout en Espagne, ni goal line, ni arbitrage vidéo, mais bon ça viendra certainement. Et dans les dans les autres grands championnats, c'est une société, c'est la même société en fait qui gère tout ça. Donc, c'est une société allemande, je crois. Hein. C'est une société allemande pour justement la France, et je crois que c'était une société d'un autre pays, il me semble, pour le reste.
Il me semble, il faudrait regarder ça, mais il me semble que c'est... Si, oui, tu dois avoir raison, ça doit être On ça. part du côté de Strasbourg, justement, on est en plein marché de Noël, et un beau marché de Noël aussi du côté de Strasbourg. Et Strasbourg qui recevait l'équipe de Pascal Duprat. Strasbourg qui marche très bien en ce moment, hein, qui vient en tout cas d'aller s'imposer du côté de Bordeaux 3-0 et qui s'est de nouveau imposé face à Toulouse. Et c'est Jonas Martin, il est près de chez nous celui-ci, Jonas Martin, il n'est pas très loin. Il est d'un côté de Besançon, à la 25e minute de jeu sur penalty, il ouvre le score avant que Max Gradel n'égalise 5 minutes plus tard à la 30e pour cette équipe de Toulouse. Et ensuite c'est Kader Mangan qui va donner la victoire à cette équipe strasbourgeoise à la 52e minute de jeu. Et ensuite ça a été chaud entre les coachs, entre Pascal Duprat et Thierry Lauré notamment à la mi-temps. Pascal Duprat reprochait justement à Thierry Lauré de trop se plaindre et ils se sont... une prise de bec. Et on va écouter la réaction de Thierry Lauré à la fin de cette rencontre qui lui dit tout simplement, en rigolant, parce que je pense qu'un journaliste a dû poser la question, on va essayer d'aller chercher la Champions League. Et ensuite, voilà, il va dire à tout le monde de se calmer, de rester tranquille. Et Pascal Duprat, qui lui par contre, il a aimé l'ambiance de la Méno, il trouve que c'est un super public, il a vécu un grand moment. Après, il ne sait pas s'il sera là l'année prochaine, il souhaite que Toulouse reste en Ligue 1, mais lui il ne sait pas s'il sera là la saison prochaine. Écoutez-le. Ouais, on va essayer d'aller gratter le chapeau de fil. Calmez-vous. Prenez un truc qui calme, je sais pas, une tisane, un truc comme ça, et vous allez voir, après, vous serez plus lucide. Oui, 7ème, attendez, il y a des matchs demain, c'est du gros virage. On a 24 points, c'est surtout ça qui est important. Quand on sait que, bon, à 42 points, normalement, tu dois pas te sauver des eaux, mais pas loin quand même. Voilà, quand on a 24 à la trêve, avec encore un match avant la trêve, pardon, excusez-moi, j'aurais déjà été en vacances en fait. Et c'est déjà pas mal, mais on a encore un match à jouer et il faut bien se concentrer dessus. Alors on va apprécier ce soir, mais dès demain on se remet sur le match de Metz parce que c'est un match qui peut nous rapporter 1 point ou 3 points, j'en sais rien, ou peut-être pas du tout, mais ce qui est sûr c'est qu'on va y aller pour prendre au moins 1 point. Donc on espère d'ailleurs avoir un véhicule supérieur pour tourner à la trêve. Nous n'étions pas 94 minutes durant ce soir ensemble avec des joueurs à leur meilleur niveau. Trop de joueurs ont failli et comme toujours, l'entraîneur est responsable. Que le Toulouse FC, avec ou sans moi, viendra l'année prochaine jouer ici à Strasbourg en Ligue 1 parce que j'ai passé malgré tout, malgré la défaite, malgré l'amertume de voir mes joueurs en deçà de leurs possibilités, manquant de prendre l'avantage, comme je vous le dis, en première mi-temps, et puis ensuite disparaissant trop souvent des débats en deuxième. J'espère revenir ici parce que j'ai passé un très très bon moment de football. Une vraie communion entre des supporters et des joueurs. On sent que le Racing est de retour, on sent que c'est un club qui va compter dans les prochaines années, parce que c'est une place forte du football. C'est peu commun pour les joueurs, on sent que le Racing est superbe ambiance. Bravo aux Strasbourgeois. Bravo à Thierry, qui est un excellent coach et qui fait du très très bon boulot. À la mi-temps, ou un peu avant la mi-temps, il m'a semblé que c'était un peu fort de café que de se plaindre de sa part. Donc je lui ai dit, après il s'est emporté, c'est la vie, c'est le foot, mais bravo à lui. Voilà, c'est un passionné comme moi, c'est un excellent entraîneur. Moi, pour l'instant, je suis très moyen, on doit le reconnaître. Merci. Il est très moyen, hein. Il se sous-estime un petit peu, monsieur Pascal Duprat. Il a quand même réussi à sauver Evian il y a quelques années, bon c'était contre nous hélas, mais bon il fait quand même aussi du bon travail. Après il est sans doute sur la sellette du côté de Toulouse, mais bon comme tous les entraîneurs, de toute façon c'est très bien que quand ça ne fonctionne pas, c'est l'entraîneur qui en tout cas en fait les premiers frais et qui doit généralement s'en aller. Du côté de Montpellier cette fois-ci, Montpellier qui recevait Metz, alors Metz mal en point en championnat, on se dit que c'est fini pour les Messins. Ben non, pas du tout, et en plus c'est Frédéric Hans, lui a été licencié du côté de Montpellier il y a très peu de temps. Et c'est finalement, pourtant c'est Montpellier qui va ouvrir le score à la 20e minute de jeu par quelqu'un qu'on connaît bien, Jérôme Roussillon, qu'on espère voir justement du côté de Pontarlier. Et également Renaud Coat qui va égaliser la 28e pour cette équipe de Metz, et ensuite c'est tous ces joueurs en fin de match, Rivière à la 84e, Bassin à la 90e vont clore la marque pour cette équipe messine. Et oui, Metz s'est imposé du côté de Montpellier 3-1. Vous allez entendre la réaction de Michel Derzakarian. Lui dit tout simplement on n'a pas été bon.
c'est ça, la vérité, ce soir. Et Frédéric Hans, j'aurais préféré qu'on gagne avant, par exemple du côté de Metz, pour Metz-Rennes, mais surtout ailleurs, car il a aussi des affinités du côté de Montpellier. Voilà, c'est une grosse déception de perdre ce match. C'est de notre faute, parce qu'on a, même s'il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvais choix et de manque de coordination dans le déplacement, dans notre jeu offensif, et dans le bonheur de mener au score, on a été incapable de contrôler sur les buts qu'on prend. On a très mal défendu. Et puis en fin de match, même s'il reste 10 minutes, il faut rester organisé. On ne peut pas partir comme ça, faire n'importe quoi et se désorganiser complètement. On a manqué à nos fondamentaux et on a été punis. On n'a pas été bon, tout simplement. C'est bien. Très sincèrement, j'aurais préféré qu'il arrive plus tôt et ailleurs où à Saint-Symphorien, le football est particulier. Je préférais qu'on prenne ces 3 points peut-être contre Rennes, chez nous, pour le match contre Lille ou quand on a joué à Amiens. Maintenant, on ne choisit pas ces victoires, encore moins quand on est dernier. Et on est très heureux ce soir. On est très heureux parce qu'au-delà des 3 points, on vit une situation extrêmement difficile. Le groupe est très diminué. Depuis plusieurs semaines, plusieurs matchs, on sentait que ça allait mieux. On fait un nul contre Rennes chez nous alors qu'on menait 0, on se fait remonter à la fin. Même à Angers, avec beaucoup d'absents en Coupe de la Ligue, on a fait un match cohérent. Et puis ce soir, je crois qu'on est récompensé de cette pugnacité-là, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer évidemment, mais voilà, dans la situation qu'on vit, gagner un match de Ligue 1, c'est important et c'est bien. Ben oui, c'est important, on était très bien en tous les cas, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette équipe de Metz n'est peut-être pas tout à fait morte, hein. Elle a 8 points, bon elle a encore des points de retard par rapport au premier non relégable qui est justement Toulouse, 17ème avec 19 points, donc il y a 11 points, mais on ne sait jamais dans le football avec les victoires à 3 points, ça peut tourner très très vite, il suffit que cette équipe de Metz reprenne confiance, et après elle peut enchaîner, justement elle va recevoir Strasbourg ce mercredi 20 décembre, ce sera la 19e journée. Et elle va recevoir, comme on le disait, cette équipe de Strasbourg, donc elle peut encore remonter au classement. Allez, on part. C'est bien d'avoir un joueur comme Renaud Coat de son côté. Peut-être que c'est un joueur comme ça qui manque à Saint-Etienne par exemple, où il est déjà passé. Il est passé à part Saint-Etienne, oui. Bon, après, il y a quand même des joueurs d'expérience. Hein. Saint-Etienne, il y a Perrin, il y a quand même pas mal de joueurs, Perrin, Ruffier, mais bon. À mon avis, il y a un climat ou peut-être des clans dans cette équipe, parce qu'on comprend mal que de tels joueurs n'arrivent plus à jouer ensemble, qu'il n'y ait plus d'âme du tout dans cette équipe. Quand on écoutait Rocheteau il y a 1 ou 2 semaines, on se dit que c'est un peu ce genre de profil qui recherche des gars qui connaissent bien la Ligue 1. Alors peut-être un petit peu plus jeune aussi, parce que il était quand même plus proche de la fin que du début, il a déjà fait quand même pas mal de saisons. Mais un joueur comme Coad, c'est pas mal. En tout cas, pour un club pour Metz, c'est important d'avoir un joueur comme Coad. Et il y en a quelques autres à Metz. Hein. C'est quand même pas non plus une équipe comme il y a pu y avoir les dernières années, notamment Metz, où il y avait vraiment un effectif où on se disait, bon, a priori, ça va redescendre. Là, ils ont quand même recruté quelques joueurs qui peuvent laisser espérer des choses. Bah oui, on verra en tout cas pour cette équipe de Metz, comment ils vont se comporter dans les semaines qui viennent. Du côté de Caen qui recevait l'équipe de Guingamp. Et finalement, ça va nous faire un 0 partout. Pas de but dans cette rencontre. Et on va entendre la réaction de Patrice Garande qui lui, en fait, il n'entend plus rien. Il a des problèmes d'audition. Il n'a pas entendu les gens siffler. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis justement, Da Silva, le défenseur canet, qui lui dit on prend un point quand même. Et Étienne Didot du côté de Guingamp, il dit la même chose, parfois il faut se contenter d'un petit point. Moi je les entends pas parce que j'ai des problèmes auditifs. Non, mais après, le public qui manifeste, il a le droit de manifester son mécontent. On n'est pas. Voilà, après. Il est 35, je passe l'heure exacte. 38. J'ai 37. C'est peut-être un peu dur, mais je crois qu'ils veulent plus de spectacle. Nous, on cherche un peu cette efficacité. Moi, je veux dire qu'on a fait 0-0 et voilà, c'est un peu. Je pense qu'à peut-être à un moment donné, on était peut-être un peu trop confiants et puis c'est vrai qu'on s'ouvrait peut-être un peu trop pour nos adversaires et on sait qu'en football c'est comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas écouter ça, mais quand on prend pas de but, déjà on prend un point et généralement on en prend 3, donc voilà,
il faut être costaud défensivement dans ce championnat pour grappiller des points. Une fois qu'on est plus en confiance, on peut se voir davantage, mais c'est vrai que ça passe par une grosse défense. Et ensuite, on a vu le week-end dernier, on était capable de s'éclater, de prendre du plaisir et de mettre des buts. Bah oui, mettre des buts, le week-end dernier, ils en ont mis 4 à Dijon, mais bon, on ne peut pas marquer à chaque fois, à chaque rencontre en tous les cas. Et cette équipe de Guingamp l'a fait de belle manière la semaine d'avant. Et bien justement, on parle de Dijon, et ben Dijon qui recevait Lille. Et on espérait un sursaut de cette équipe lilloise, mais il n'est pas venu en tous les cas. Et ça a commencé dès la 12e minute de jeu, c'est Wesley Saïd du côté de Dijon qui va ouvrir la marque. Il va récidiver à la 17e, un doublé pour lui. Et ensuite, c'est Fodé Touré qui va marquer contre son corps, décidément quand tout va mal. À la 35e minute de jeu, score final 3-0. Encore une défaite pour cette équipe de Lille qui s'enfonce sur le terrain, mais qui s'enfonce aussi en dehors du terrain, car le club a des gros problèmes et il pourrait très bien se retrouver rétrogradé, même avant la fin de la saison, parce qu'il y a des gros problèmes financiers à l'intérieur du club. Et pourtant, il a été repris par l'homme d'affaires Lopez, mais bon, ça se passe pas très bien en tout cas pour cette équipe de Lille. Ah oui, ils se sont fait taper sur les doigts par la DNCG. Oui. Je crois qu'ils sont interdits de recrutement. Oui, c'est ça, interdit. Et donc, on ne sait pas où va Lopez, on l'avait déjà vu en Formule 1, c'est très hasardeux, on ne sait pas grand-chose de ce type finalement, on ne sait pas vraiment d'où proviennent les fonds, on ne sait pas quel est le projet, surtout maintenant que Bielsa est parti. Moi, je serais supporter lillois, je serais très très inquiet. Bah oui, on ne sait pas comment ils sont les supporters lillois, mais je pense qu'ils doivent être un petit peu inquiets sur la situation de leur club. On va réécouter justement, écouter déjà, ça sera déjà pas mal, Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Dijon, qui lui, il espérait mieux quand même, il pense que son équipe aurait pu faire largement mieux. Et Fernando da Cruz, l'entraîneur de Lille, il dit on a une jeune équipe, mais ça n'excuse pas tout. Et si vous nous écoutez en ce moment et que vous nous réécoutez à 22h, ça marche ta phrase. On va réécouter Dijon. C'est ça. Première mi-temps, une bonne entame de match solide d'abord, et puis après efficace devant, après sur nos attaques. Tu veux quelque chose sur ça soulage tout le monde aussi. Ça va confiance en groupe. Je pense que c'est ce qui s'est passé ce soir. Wesley et Fred ont fait le boulot devant. Puis une défense aussi un peu plus solide, ainsi que des milieux de terrain un peu plus concernés. Donc effectivement, c'était plus consistant. Enfin, je pense que sur ce genre de match, c'est de ne pas redonner confiance à l'adversaire. Le problème, c'est qu'on a un petit peu fait sur la deuxième mi-temps, c'est qu'on a laissé un petit peu l'espace pour qu'il s'exprime. Alors, effectivement, il aurait pu mieux s'exprimer, je suis d'accord avec toi. Cet espace-là, il n'a pas lieu d'être. On ne va pas laisser l'équipe adverse s'exprimer comme ça, surtout quand on récupère le ballon. Je trouvais qu'il y a énormément de fautes ou des choix qui étaient pas bons. Donc, moi, je me suis focalisé un peu plus sur l'équipe et je pense que dans ce secteur-là, on peut largement faire mieux. Ce qui s'est passé, j'aimerais bien le savoir. Ce que je sais surtout, c'est qu'on a été indigne d'une équipe du LOSC sur cette première mi-temps, que l'adversaire en voulait plus que nous au niveau de l'agressivité, au niveau des intentions de jeu, et qu'elle nous a donné une belle leçon de football en première mi-temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est la deuxième fois et qu'on peut dire que c'est une jeune équipe, mais ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout, non, une jeune équipe, surtout dans la situation où est cette équipe de Lille, on peut être jeune, mais il y a aussi des cadres dans cette équipe lilloise. Donc ça n'explique pas tout pour Fernando da Cruz. Puis il y a des cadres qui ont été mis aussi au placard, donc ils se sont un peu mis eux-mêmes une balle dans le pied quand même en début de saison. Oui, c'est tout à fait ça, c'est vrai qu'il y a Bielsa qui est parti, mais il y a aussi... on se rappelle d'Hervé Renard aussi également, on va revenir aussi dessus, ils n'ont pas gardé très longtemps, je pense qu'ils ont fait des très mauvais choix, et maintenant ils en payent peut-être un petit peu les conséquences. Quand on change d'entraîneur trop souvent, on ne peut pas construire dans la durée, c'est impossible. Dimanche, il y avait 3 rencontres, avec tout d'abord à 15h Nantes qui recevait Angers. Nantes qui marche bien en ce moment, qui recevait une équipe d'Angers qui est toujours difficile à manœuvrer. Et il n'y a eu qu'un petit but dans cette rencontre, et il est à mettre au crédit des Nantais, 1-0, un but sur penalty à la 24e minute de jeu par Emiliano Sala.
Et ça sera Tu as fait un bon match. final. Oui, il fait un très bon match, l'Argentin. Vraiment un excellent joueur. On va écouter justement la réaction de Valentin Rongier. Et on va aussi vous donner la réaction de Stéphane Moulin, car il n'y a pas eu de réaction vidéo. Et voilà ce que dit Stéphane Moulin. On a un vestiaire déçu parce qu'on était venu avec des intentions et on les a montrées, mais ça n'a pas suffi. J'ai 2 motifs d'espoir ce soir. Les joueurs ne lâchent pas, ils l'ont prouvé et ils continuent à travailler en séance. C'est difficile parce qu'il y a des discours, mais à un moment donné, ça se joue sur le terrain. À nous de vite récupérer de ce match pour réussir à aller chercher 3 points qui nous feraient énormément de bien. Et Angers qui recevra donc Dijon ce mardi à 20h50. Et on va écouter justement la réaction de Valentin Rongier. Ouais, il fallait être uni et solidaire jusqu'au bout, surtout avec le carton rouge de Yacine. Par contre, elle est longue. Ça nous a un petit peu mis en difficulté. Elle est longue la réaction. Le 15, on pouvait se procurer des occasions. 3,37. Il fallait vraiment être vigilant. Plusieurs joueurs, et être en bloc, c'est ce qu'on a plutôt bien fait jusqu'à la fin. Et on peut être très fiers. Maintenant, il nous reste un match et il faut qu'on aille chercher la victoire à Amiens mercredi. Oui, bien sûr, non, ils sont un soutien infaillible depuis le début de la saison. Mais je pense aussi qu'on met les ingrédients sur le terrain pour qu'ils continuent de nous soutenir. Et nous, en tout cas, de notre côté, on essaye de tout faire pour les faire rêver et qu'ils continuent d'être là comme ils le sont. C'est vraiment ce que le coach voulait. À la mi-temps, il a dit qu'on avait fait le plus dur et il avait raison. Enfin, c'est une équipe d'Angers qui est très solide. Et le but, c'était de justement pas en prendre. Et le coach est très satisfait, nous aussi. On prend 3 points. Et on a 5 longueurs d'avance sur Rennes. Et c'est très positif. On va jouer à Amiens, qui est une équipe, une promue, mais qui sur tous les matchs montre qu'elle peut rivaliser avec toutes les équipes, même les plus grosses. Donc on va y aller avec les dents en long comme ça. Et on va essayer de s'arracher. Et il faudra faire encore mieux parce qu'on est très ambitieux sur la phase retour. Oui, c'était un match très dur. Oui, c'était Valentin Rongier de cette équipe de Nantes qui, vous l'avez vu, était très essoufflé. Je pense que l'interview a dû se faire juste après qu'il soit sorti du terrain, car il avait du mal à reprendre son souffle. Ça là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le genre de joueur où on voit qu'un attaquant, c'est pas juste marquer des buts ou faire des passes, c'est aussi conserver le ballon, c'est aussi quand on est en difficulté, ou même pas forcément quand on est en difficulté, mais quand on gagne à 0, comme c'était le cas de Nantes, et puis qu'il faut tenir le score, et que des fois il y a des longs ballons balancés, et ben c'est être capable de le récupérer, et puis de se mettre en opposition pour attendre que ses coéquipiers puissent remonter le terrain et puis faire la bonne passe. Et en ça, il est vraiment très très intelligent, et en plus c'est lui qui a les buts, et c'est pas son premier, il a quand même déjà mis quelques pions cette année, donc il est vraiment complet, et il est bien dans le système de Ranieri. Et les premiers attaquants sont les premiers défenseurs, c'est souvent comme ça qu'on le dit, et en tout cas il en est en tout cas un exemple pour cette équipe de Nantes. Allez, on part du côté de Nice, de l'Alliance Riviera qui recevait l'équipe de Bordeaux, l'équipe de Bordeaux qui devait se reprendre après son échec face à Dijon chez elle où elle s'était inclinée 3-0. Et patatras, ça n'a pas marché du côté de l'OGC Nice qui s'impose un petit but, pareil que Nantes, 1-0, un but de Balotelli à la 36e minute de jeu. On va écouter la réaction de Lucien Fabre. Les 3 points sont mérités pour lui, mais qu'est-ce que c'était dur. Et Jocelyn Gourvenec, à la question du journaliste, il a sans doute dû lui poser la question peut-être de démission, où on sait très bien comment ça se passe quand les résultats ne sont pas là. Mais il dit tout simplement, ceux qui décident, ce sont les patrons du club. Pourtant de rester à 1-0. Dans l'ensemble, on a pas mal maîtrisé le jeu. On avait 67% de possession en première mi-temps, ce qui est quand même énorme. En deuxième, je sais pas combien. Mais c'était mérité, c'était dur, mais c'était mérité sur l'ensemble du match. C'est important qu'on soit unis, c'est important qu'on soit sur la même longueur d'onde, sur la manière d'analyser les choses et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Après, c'est important d'être unis. C'est dans les moments difficiles aussi qu'on voit les hommes et qu'on voit ceux qui veulent continuer à se battre et ceux qui veulent lâcher. Je vois personne qui veut lâcher. C'est une situation difficile et qui s'étire. On fait beaucoup d'efforts, on se bat et il faut continuer là-dedans. Après, concernant parce que votre question c'est sur la condition de l'entraîneur que je suis. Sur la condition de l'entraîneur que je suis, il n'y a que les patrons qui décident de l'avenir. C'est les décideurs du club qui décident de ça, personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y avait rien quand même du côté de Bordeaux. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Lucien Favre qui dit qu'est-ce que ça a été dur. Ouais, il y a 1-0, mais c'est un 1-0 pas cher payé. Parce qu'il y a quand même une super action à un moment où
il y a une frappe détournée, je crois, puis après il tire sur le poteau, sur le rebond. Il y a eu quand même pas mal d'actions du côté de Nice, où on a encore vu un bon Balotelli, Pléa, il y en a un autre aussi qui s'appelle Maslou, quelque chose comme ça, je crois, qui a été très bon. Et Bordeaux, il se passe rien, quoi. Ça... Ouais, non, c'est compliqué pour cette équipe de Bordeaux, il va falloir qu'elle réagisse elle aussi. Le dernier match de cette 18e journée, eh bien, c'était le choc des Olympiques entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, qui a tourné à l'avantage de Lyon grâce à Nabil Fekir à la 6e minute de jeu, mais surtout une grosse faute de main de Mandanda sur le coup franc, et à Mariano Diaz à la 51e minute de jeu, et ça fait 2-0 pour les Lyonnais. On va écouter la réaction notamment de Nabil Fekir, qui lui dit ses 3 points. Bon, tout n'a pas été parfait ce soir. Et l'Olympique de Marseille, du côté justement des Marseillais, Mandanda qui lui dit la défaite, je la prends pour moi celle-ci, je suis responsable. C'est vrai que c'était pas le meilleur match qu'on ait fait. Après, le plus important, c'est la victoire. Même si tout n'a pas été parfait dans le jeu, ce soir on est content de réussir à trouver un résumé on a reculé, on leur a pas laissé la position du ballon. Voilà, heureusement pour nous, on n'a pas encaissé de but, même s'ils ont eu des bonnes opportunités. Voilà, on avait à cœur de gagner ce soir devant notre public. On a la chance de jouer dans un stade plein. Et voilà, c'est une belle soirée, même si, comme j'ai dit, tout n'a pas été parfait. Cette défaite, on prend l'entière responsabilité parce que je ne vais pas prendre ce genre de but-là. C'est une erreur qui nous ouvre un peu les jambes, même si derrière, je trouve quand même qu'on fait une bonne mi-temps et qu'on se crée pas mal d'occasions, qu'on a une bonne maîtrise dans ce jeu. Mais en partant, en perdant 1-0 comme ça d'entrée de match, c'est difficile de gagner ce genre de rencontre. La différence se fait on va dire, entre les gardiens de but. Aujourd'hui, on voit Anthony Lopez qui est décisif, qui est performant, et Stephen Mandanda qui est pas bon. Donc c'est ce qui fait aussi que Marseille perd ce match ce soir. Bah oui, il a tout résumé, c'est vrai que Lopez a fait une belle partie, bon, Mandanda a fait une erreur, ça arrive, mais bon, celle-là je pense qu'elle est quand même, c'est quand même difficilement excusable, mais bon, c'est comme ça, les gardiens font des erreurs, les défenseurs font des erreurs, si personne ne faisait d'erreur, il n'y aurait jamais de but nulle part. Ouais, et puis il fait une erreur, donc ça Après, fait... il fait aussi des bons arrêts, hein, voilà, ça va l'oublier aussi. Ça fait 1-0 aussi à l'erreur, ça veut dire que derrière, il y a des attaquants qui sont pas capables de marquer à l'OM, ça devient quand même compliqué. Mitroglou qui fait ce qu'il peut. Ouais, il est dans le glou, quoi. Germain qui est très mal géré par Rudy Garcia. Puis Rudy Garcia, il a fait des changements en cours de match. Il a changé de formation. Il est quand même bizarre, Rudy Garcia, moi je trouve. Moi je trouve que c'est un bon entraîneur. Après, bon, il fait avec ce qu'il a. Hein. Quand ils ont pris un attaquant, Mitroglou, à 15 millions d'euros quand même, ils auraient peut-être pu acheter autre chose. Bon, après, peut-être qu'il me fera mentir dans quelques mois, l'attaquant grec, mais bon, pour le moment, c'est pas une bonne pioche du côté de Marseille, et je pense qu'il ne pouvait pas se tromper. On verra la saison prochaine au Mercato si vraiment M. Franck McCourt va sortir les euros, parce qu'il va falloir en sortir quelques-uns. Allez, on va vous donner le classement de cette Ligue 1 après la 18e journée. Le Paris Saint-Germain est en tête avec 47 points, Monaco 2e 38 points, 3e Lyon 38, 4e Marseille 35, ensuite on retrouve en 5e place Nantes 30 points et 6e place Nice 26 points. En bas de classement on retrouve 18e dans la charrette Lille 18 points, 19e Angers 15 points et 20e Metz avec 8 points. Allez, le programme de ce mercredi 20 décembre, tous les matchs auront lieu à 20h50, ce sera la 19e journée, la dernière journée des matchs allés. Sur beIN Sport. Oui, c'est ça, sur le beIN Sport. Toulouse, Lyon, Monaco, Rennes, Marseille 3, Lille, Nice, Bordeaux, Montpellier, Paris Saint-Germain, Caen, Metz, Strasbourg, Guingamp, Saint-Etienne, Amiens, Nantes, Angers, Dijon. Et bien c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la 19e journée de Ligue 1 et la Ligue 1. Maintenant on va s'intéresser